Bonsoir et bienvenue dans cette 356e édition, un journal des sports qui accueillera ce soir le Arcis Handball féminin. Avec eux, en fin d'émission, nous parlerons de ce club nouvellement créé. Mais avant tout cela, jetons un œil sur le programme qui nous attend ce soir. Avec donc un retour sur la 53e édition du Paris 3 cycliste, une course qui, vous le verrez, a été perturbée par une grosse chute collective. Football avec l'Estac qui recevait Dijon vendredi soir au stade de l'Aube. Attention, danger pour les Troyens car Dijon était invaincu à l'extérieur en 2011. Et puis football encore avec l'Estac B qui de son côté essaye tant bien que mal de garder le contact avec la tête du classement de CFA2. Nous en parlions donc il y a quelques instants. Dimanche s'est tenue la 53e édition du Paris 3 cycliste. Une course toujours très attendue par l'ensemble du peloton cette saison. Elle n'a pas fait exception à la règle, sauf que cette fois-ci, les aléas de la course ont changé la donne. Le héros de ce début de course se nomme Romain Villa, le coureur au bois du club Champagne-Charlotte et le premier attaquant de ce 53e Paris 3. La course est lancée depuis 54 km et Romain Villa compte jusqu'à 1 minute 25 puis 2 minutes d'avance. Le coureur au bois, après l'ascension du Jard avec son note, prend conscience toutefois qu'il est parti trop tôt et se relève à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Le peloton se reforme, quelques attaques fusent bien, mais elles sont reprises à chaque fois. C'est au kilomètre 81 que survient le drame sur ce Paris 3, une première chute collective dans la descente de Shenji, puis une deuxième un peu plus loin jetant à terre une soixantaine de coureurs. Les victimes sont éparpillées un peu partout sur la route ou dans le fossé avec des blessures plus ou moins graves. La décision est prise alors de neutraliser la course au kilomètre 90 et après 27 minutes de palabres, la course est relancée peu avant la côte de Vauchassis. Le président du jury, qui est le responsable du collège des commissaires, a pris la décision de neutraliser la course au vu du nombre de coureurs qui étaient par terre. On a différents sons de cloche. Moi j'ai vu avec les coureurs souhaitaient continuer. Le collège des commissaires a voulu prôner la sécurité, je prône la sécurité. Donc cette décision n'appartenait pas. La décision qu'on a prise par contre, qui nous appartenait, c'était de retirer un tour dans Vauchassis. On avait perdu une demi-heure déjà et on ne voulait pas que les coureurs aient en plus de l'adrénaline suite à une chute. Un homme choisit de profiter de la confusion, Steven Tronet de Lille-Roubaix Métropole. Il reste alors plus de 58 km de course. Le nordiste voit son avance grimper au fil des kilomètres. À 45 km de l'arrivée, elle est de 2,50. L'essor Sojasun et la Française des Jeux mettent alors tout en œuvre pour revenir sur l'échappée. Ce sera fait au début de l'ascension de la rampe de Montgueux à 10 km de l'arrivée. C'est le moment choisi par cet homme pour s'extirper de la tête du peloton. Hiver et Marino de Sor Sojasun, Diaz de la Pomme, Chenel et Mersman de la Française des Jeux ainsi que Montbertz et l'Aubois Mathieu Drujon de Big Mat Aubert. On se dit que Mathieu Drujon a sa chance au sprint face à Hiver, mais le coureur de Sor Sojasun, déjà vainqueur au Tour de Catalogne, ne laisse aucune chance à l'ancien coureur de l'UVCA 3 et l'emporte. Je savais que Gianni Mersman allait vite, aussi Drujon. Mais sur des sprints comme ça, en petit groupe, je suis vraiment pas mal, donc j'ai bien négocié les virages et puis le sprint, quoi. Déception forcément pour Mathieu Drujon qui aurait tant aimé gagner devant les siens. Le coureur au bois estime toutefois que la course a été faussée. Une chute, c'est pas une raison d'arrêter une course. Il y en a dans toutes les courses et on n'attend pas les chutes quand la course est lancée. Ça fait un fait de course. Et là, de s'arrêter pendant 30-40 minutes, il y en a qui se sont pas remis. C'était dur, mais j'ai réussi à remettre un peu en route, à me réchauffer, c'est-à-dire, mais on a eu froid et tout. Hiver est donc le 53e vainqueur de ce Paris 3, marqué par cet incident de course qui n'a sans doute pas fini de faire parler. Et justement, on en reparle encore avec notre invité Mathieu Drujon, 3e de ce 53e Paris 3. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous avez vu le reportage donc? Oui, j'ai découvert les images des dégâts qu'a provoqué la chute. Oui. Oui. Alors, est-ce que votre sentiment a changé après avoir vu ces images? Est-ce qu'il fallait ou pas neutraliser cette course? Alors, moi ce que j'ai dit et ce qu'on voit dans le reportage, c'est le sentiment qu'on a eu vraiment sur le coup, à l'instant T. Voilà, à l'instant T, c'est ce que tous les coureurs ont senti à l'avant, surtout qu'à l'avant, on n'a même pas vu qu'il y avait une chute. On l'apprend d'un seul coup, on neutralise la course parce qu'il y a eu une chute derrière. Alors, on tombait des nues parce que c'est des chutes, ça arrive tout le temps, même des graves, et on ne les arrête pas pour autant. Mais là, c'était apparemment un cas vraiment très, très exceptionnel,
Et ils n'avaient pas le choix, le jury a dû faire ça, mais ça a été difficile à gérer, oui, pour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez pensé après avoir décompressé vous êtes dit, finalement, ils ont peut-être bien fait Le problème, c'est que nous, en tant que coureurs, on ne connaît pas vraiment le fonctionnement des coulisses d'une grande organisation comme ça. Et on peut donner notre impression, mais ce n'est pas forcément les choses justes à faire, quoi. Donc il y a des personnes qui ont l'autorité pour ça et qui font leur boulot. Maintenant, après, il faut le respecter. Et c'est pour ça que, après, le coup de gueule des coureurs a été suite à cette neutralisation, ils voulaient faire grève un peu, plus disputer la course. C'est comme ça qu'ils ont laissé partir Traunet sans mal, lui laisser faire cadeau de 3 minutes. Et là, j'ai voulu essayer de relancer la course. Au début, je me suis fait un peu engueuler. Oui. Et puis ensuite, on s'est mis d'accord. Toutes les grosses équipes, on a mis des coureurs à rouler. Et puis on a relancé la course pour rejoindre l'échappée au pied de la rampe de Montgueux à la fin. Oui, parce que c'était dommage de... Ah oui, pour tous les spectateurs et l'organisateur de la course qui travaille toute l'année avec beaucoup de soucis pour ça, ça serait gâché en quelques heures et ça serait vraiment dommage. Donc, il y avait plusieurs coureurs qui pensaient la même chose que moi, mais qui n'osaient pas le dire face à des grandes équipes comme la Française des Jeux, etc. Donc, je pense que ça s'est bien terminé quand même. Il y a eu du spectacle à la fin et c'est le principal. Beaucoup de regrets pour le final, que vous finissez finalement à la 3e place? Beaucoup de regrets, non, pas tant que ça. Je suis tombé face à des coureurs vraiment forts. Ici, il y a Jonathan Hiver qui a battu Oscar Freire quand même il n'y a pas longtemps à la Ruta del Sol. C'est quand même Oscar Freire, une référence du sprint et tout ça. Et Hiver, il n'est pas connu comme un sprinter de sprint massif, mais il est très fort dans les arrivées qui ont été difficiles. Il a gagné des sprints d'échappée sur Paris-Nice et tout ça. Donc je savais que ça allait être dur. Et puis en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas récupéré après la rampe et ils étaient plus frais que moi au sprint, quoi. Mais pour la suite, c'est quand même encourageant, hein. Oui, parce que pour être devant dans la rampe, il n'y avait pas beaucoup de coureurs de mon gabarit qui auraient pu le faire. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Mathieu d'être venu sur ce plateau. On espère bien que vous serez au départ du 54e Paris 3 l'an prochain. Un mot? Une petite chose juste pour finir, je voudrais faire un clin d'œil quand même à l'UVCA, comme vous citez dans le reportage. C'est le club de mes débuts et je voulais les remercier. J'ai commencé avec eux en 94 et j'ai encore ma licence chez eux. Donc voilà, je voudrais remercier. Vous êtes toujours attaché? Je suis toujours attaché à l'UVCA. C'est l'occasion de faire un clin d'œil puisque le premier au bois est l'UVCAiste Joshua Hunt qui a terminé à la 33e place. Voilà. Merci Mathieu. Merci. Autre événement du week-end en football, la 27e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks recevaient une équipe de Dijon en pleine réussite puisque lors de la dernière journée, les Bourguignons s'étaient payé le scalp du leader. Autant dire que Jean-Marc Furlan et ses joueurs étaient sur leur garde pour cette rencontre. Depuis début 2011, les Stacks a pris l'habitude d'alterner victoires à domicile et défaites à l'extérieur. Donc logiquement, le public au bois s'attendait à un succès face à Dijon. Mais voilà, les Bourguignons posent beaucoup de problèmes aux joueurs de Jean-Marc Furlan. Caceres, à la 4e minute, sollicite Blondel. Au quart d'heure de jeu, c'est Ribas cette fois-ci qui trouve le portier troyen sur son chemin. Une équipe qui domine les Stacks sur son terrain, cela ne s'était jamais vu cette saison. La faute à plusieurs imprécisions techniques de la part des joueurs de Jean-Marc Furlan. Beaucoup de déchets techniques parce qu'on a voulu jouer vite vers l'avant et prendre beaucoup de risques et c'est forcément plus dur et on perd plus de ballons. Les Bleus et Blancs réagissent toutefois dans la seconde moitié de la première mi-temps. Bettiol allume une première mèche. C'est un mouvement collectif qui va finalement amener le premier but troyen. Marcos trouve Psaume dans l'entrejeu. En une touche, il remet à Obadi le milieu de terrain au bois, exécute ensuite Padovani et ouvre le score 2 minutes avant la pause. Les Stacks va mieux négocier la deuxième mi-temps avec une équipe bien en place et il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir le deuxième but et là aussi à la suite d'une merveilleuse action collective. Psaume délivrant pour l'occasion sa deuxième passe décisive de la soirée pour Bettiol, très en verve dans ses derniers matchs. Suffisant donc pour contrôler Dijon et s'assurer d'une 11e victoire cette saison. Mais on nous reprochait beaucoup notre réalisme, parce que depuis le début de la saison, à domicile, c'est la première fois qu'on est aussi réaliste. Et c'est aussi une des premières fois, je crois, à part le FC Tours qui nous avait beaucoup secoué et nous avait mis en difficulté, c'est la première fois qu'on est mis en difficulté comme ça en première mi-temps
par l'équipe adverse qui a fait un très bon match. En gagnant tous ces matchs à domicile, l'Estac s'assure une bonne 7e place au classement et donc à l'abri de la relégation. Pour tout autre objectif, il faudra penser à grappiller quelques points à l'extérieur. Alors on fait le point sur les autres résultats avec notamment le bon résultat d'Istres face à Sedan, 5-3 dans un match fou. Le Havre qui bat Boulogne 2-0 et Évian qui à la dernière minute fait match nul avec Clermont, 1 but partout. Le championnat est donc relancé une fois de plus avec Évian qui est en première place à égalité avec Le Havre. Le Mans est en position d'attente avec 42 points mais Le Mans joue ce soir. L'Estac est en 7e position à 4 points seulement du leader. Le championnat n'est pas terminé. Autre match de football, celui de l'Estac B dans le championnat de France de CFA2. Les réservistes troyens jouaient la 19e journée de championnat face à une équipe de milieu de tableau, Forbach. Décroché au classement, les Aubois avaient impérativement besoin d'une victoire pour recoller au classement. Première période insipide entre les deux équipes, la faute à Forbach qui reste cloîtré dans sa moitié de terrain. La formation alsacienne attend les joueurs de l'Estac B qui du coup ne trouvent pas beaucoup d'espace. Giraldo, le portier de Forbach, sauvera tout de même la mise à son équipe avec 2 arrêts déterminants devant Camara puis Beauvu 2 minutes avant la mi-temps. Lors de la seconde période, l'Estac B fait sauter le verrou défensif de Forbach, visiblement épuisé de courir après la balle. Gebali ouvre la première brèche, il est suivi par une double occasion, mais Taradin et Beauvu tombent encore sur un grand Giraldo. Il faut toutefois se méfier des contres alsaciens. Jurno, à la 64e minute, est tout proche d'ouvrir le score, mais Philippon sauve son camp. Dans ces matchs comme ça, il faut toujours sortir un arrêt ou 2 arrêts, être décisif, comme vous l'avez dit, et voilà. Aujourd'hui, je l'ai été et j'espère que ça va continuer. Camara aura beau menacer une nouvelle fois le gardien adverse, Forbach ne cédera pas et obtiendra donc ce qu'il était venu chercher, un match nul. C'est vrai qu'on aurait préféré être encore un peu plus incisif, avoir encore plus d'occasions. Mais bon, ils étaient tous derrière et c'était très compliqué. Avant cette rencontre, les réservistes comptaient 10 points de retard sur le leader. Avec cette contre-performance à domicile, l'Estac B perd peut-être définitivement le contact avec la tête. Un petit espoir toutefois avec les autres résultats pour voir que Strasbourg a finalement fait match nul avec Siltegheim, 1 but partout. Dans le même temps, Dijon a battu Saint-Louis 4-1, ce qui donne au classement Strasbourg toujours en tête, 1 point d'avance sur Dijon et sa réserve. Siltegheim, Saint-Louis et l'Estac B suivent à quelques points d'écart. On ouvre une petite page basket avec les filles de Sainte-Savine en National 2 qui jouaient un match sans enjeu contre Arras puisque les Auboises n'ont plus aucune chance d'accéder en National 1. Néanmoins, les Saviniennes avaient décidé de jouer le coup jusqu'au bout en essayant de gagner toutes leurs rencontres. Ce fut presque dans la poche dès le premier quart-temps avec une domination intense des Auboises. Mais voilà, les filles de Ludovic Le Tenay ont eu beaucoup de mal à tenir la distance à cause notamment de leur banc limité. Heureusement, le SSB garde quand même une marche pour s'assurer le gain du match, 71-59. On écoute Ludovic Le Tenay, le coach du Sainte-Savine Basket, nous parler de l'objectif de fin de saison pour ces filles. L'objectif, ça va être effectivement d'essayer de gagner les 4 derniers matchs. On vient d'en gagner un, il nous en reste un à l'extérieur et 2 matchs à domicile, dont le leader. C'est toujours des matchs importants à jouer, ne serait-ce que pour les filles, se niveler et s'évaluer et s'étalonner contre une équipe d'Aulnois. Je pense que ça sera un bon challenge. Aulnois, justement, on en reparle avec les résultats pour voir que Aulnois s'est imposé à l'extérieur à Saran 81-62. Sceaux a été battu sur son parquet par Sanois-Saint-Gratien 67-57 et Ronchin a disposé facilement de Villeneuve-d'Ascq 89-43. En basket masculin cette fois-ci, on regarde le classement, mais Sainte-Savine est donc largué de la course à l'accession. On passe au basket masculin pour voir que Saint-André s'est incliné à la surprise générale à Coulommiers 70-65. Dans le même temps, les 2 autres leaders, La Charité et Saint-Dizier, se sont imposés. Saint-Dizier, du coup, La Charité repasse en tête. Saint-André recule au 2e rang. Les 3 équipes donc se disputeront le titre. Donc prochainement, il reste encore 3 matchs. Le handball féminin jouait aussi samedi soir au gymnase du lycée de l'agriculture. Sainte-Maure 3 accueillait le leader de National 2, la Stella Saint-Maur, pour un choc
de haut de tableau. Les Morasso-Troyennes ont tenu la baraque en début de rencontre, menant même au score durant quelques minutes. Mais ensuite, la machine francilienne s'est mise en route et les filles de Fred Chebel n'ont jamais pu endiguer la force offensive de leur adversaire. D'autant qu'en défense, le premier du classement n'est pas mal non plus. Plusieurs classes d'écart donc entre les deux équipes. Et une victoire logique à la clé pour la Stella Saint-Maur, 30-18. Nouvelle punition pour les Auboises. On regarde le classement pour faire un petit peu le point, pour constater que là aussi les Auboises sont larguées de la course à l'accession avec 35 points, 10 points de retard sur le leader Stella Saint-Maur. Alfortville avait gagné à Dreux 27-22. Ça permet encore d'y croire pour Alfortville, même si ça sera difficile de rattraper la Stella Saint-Maur. Les résultats de handball masculin pour voir que l'Étac s'est incliné face au leader Cernay 37-23. Sarrebourg dans le même temps bat Vénissieux 25-23. Match nul entre Laval et Wittelsheim 27 partout. L'Étac continue de reculer au classement, 12e position, toujours donc en bataille pour le maintien en National 2. La Nationale 3 masculine, j'allais oublier les garçons de Romilly qui se sont inclinés face au Kremlin-Bicêtre 32-18. Et le classement, Tremblay est donc en tête, 53 points, 4 points d'avance sur Livry-Gargan. Romilly se bat toujours pour ce maintien avec 32 points, égalité avec l'Arc Mosellan. On reste dans le handball avec le club invité ce soir, Arcy, qui depuis 2008 possède un club féminin. On en parle ce soir avec la présidente et l'entraîneur notamment donc de ce club de Arcy, Antoine Fallet. Antoine, vous êtes l'instigateur du projet. Au départ, vous n'êtes pas du tout dans le handball, vous êtes plutôt dans le football. Oui, c'est ça, oui. Et comment vous en êtes arrivé à créer un club de handball féminin, surtout à Arcy, alors que vous étiez gardien de but à la Chapelle Saint-Luc ? Oui, j'ai pratiqué le hand en scolaire comme beaucoup de monde, aussi pendant mes études de prof de PS. Et en arrivant sur Troyes, j'avais pas repris le foot tout de suite. Puis bon, j'avais eu la possibilité de jouer à la Chapelle, donc ça avait fait une bonne expérience. Un niveau intéressant. Et un assistant d'éducation a voulu lancer le projet et avec des parents, on crée l'équipe au printemps 2008 et dès septembre, je suis rentré dans le projet et puis pour entraîner les filles et puis les suivre en compétition. Anne, pourquoi seulement handball féminin? Pourquoi pas féminin, masculin? Déjà, le club est tout jeune, donc on va commencer déjà avec les filles puisque c'est commencé comme ça. Et puis... il y a aussi d'autres clubs masculins dans les environs, donc pour l'instant on se contente des filles. Alors pourquoi, et puis, voilà, pourquoi Arcy en particulier? Il y avait pas beaucoup de clubs dans le coin qui... Alors, dans le coin il n'y en avait pas. D'accord. Et puis voilà, les filles faisaient du hand via l'UNSS, ça leur plaisait. Il fallait aussi leur faire plaisir et quelque part, pourquoi pas créer un club. Oui, c'est vrai parce que à part le foot et le tir à l'arc, à Arcy, il fallait choisir. Hein. Oui, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, l'avantage, c'est que c'est aussi un sport d'intérieur. Donc, pour les parents, c'est aussi agréable, j'avoue. Ouais. Et voilà, donc on a commencé avec 2 équipes. Et puis, cette année, on en a une 3e. Hein. Alors, Antoine, malgré le fait que vous soyez un club jeune, vous avez récemment remporté un prix. J'imagine que ça a dû vous faire plaisir. Que votre ténacité a été récompensée? Oui, c'est sûr. L'année dernière, on a remporté le prix Femmes et Sport pour le milieu rural. Ça consistait en quoi? Donc en fait, c'était d'écrire un projet et montrer ce projet à un groupe de femmes issues d'une commission montée par Jeunesse et Sport. Et donc on a parlé du projet de la création et de tout ce qu'on faisait autour. Hein. C'était pas seulement des joueuses, mais c'est aussi des arbitres, c'est aussi des dirigeants et puis tout ce qui tourne autour de la vie associative. Donc on a été récompensé de 3 000 €. Donc c'est vrai que pour un jeune club, ça fait du bien. C'est un sacré coup de pouce. Aux finances, c'est vrai que comme ça on peut voir l'année suivante sereinement. Et puis ça récompense aussi le travail depuis plus de 2 ans et demi. Ouais. Alors vous avez des joueuses qui s'investissent, puisque à côté de vous avez Claire Deschamps, qui non contente d'être capitaine des moins de 17 du Arcy Handball, je crois qu'elle appartient au conseil d'administration, secrétaire, enfin je crois qu'elle est multicarte. Administratif. Ouais. Pourquoi vouloir s'investir comme ça?
Pour aider aussi, il n'y avait pas grand monde à cette époque-là, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi dans les bureaux. Voilà. Ouais, c'est pas trop dur justement de concilier les deux? Non. Parce qu'à la base on se fait plaisir sur le terrain, mais... Ça permet aussi d'être des deux côtés. D'être concerné. Voilà. Et puis je crois que vous avez fait une dérogation en sa faveur, puisque je crois que vous avez c'est permis... pas une dérogation, c'est en fait on a refait les statuts l'an dernier parce que les premiers statuts correspondaient pas à ce qu'on nous demande au niveau de la législation. C'est-à-dire comment ça? Les plus de 16 ans. Donc normalement dans les statuts c'est à son administrateur les plus de 18 ans, mais en fait on a vu avec Jeunesse et Sport et on est autorisé à mettre des plus de 16 ans, quoi. Après avec des fonctions limitées, mais au moins ils peuvent participer à la vie associative et siéger au conseil d'administration. D'accord. Combien y a-t-il d'équipes actuellement au Arcy handball féminin? On a déjà 3 équipes, c'est déjà lourd à gérer. Oui, puisqu'il faut trouver des entraîneurs, des encadrants. C'est surtout au niveau de l'encadrement où c'est pas facile pour si on veut évoluer. Donc on préfère stabiliser les équipes, les joueuses et petit à petit avoir des équipes supplémentaires, mais on va pas se lancer à l'aventure si on n'est pas capable d'encadrer les enfants et les joueuses, quoi. Anne, comment vous faites pour recruter, si vous recrutez? Est-ce que vous vous basez seulement sur l'UNSS ou est-ce que vous essayez de chercher dans le bassin arcésien, la plaine? On a quand même un bon vivier, hein. Le collège d'Arcy est juste à côté. Oui, c'est pratique. Puis les profs de sport rendent bien service. Oui, les profs de sport rendent effectivement bien service. Donc ça, c'est déjà une première approche. Il y a aussi des soirées, enfin des fins d'après-midi en mois de septembre où on peut faire des dépistages. Oui. Donc il y a des annonces qui sont faites et les personnes peuvent venir, les gamines peuvent venir s'essayer et pour voir si ça leur plaît. Oui. Et puis ensuite, elles valident ou pas leur licence, hein, voilà. Et après, on discute aussi autour de nous, et puis de fil en aiguille, il y a des copains, des copines de copines qui viennent s'inscrire, et on arrive comme ça à 3 équipes. Quelles catégories sont représentées? Donc, on a 2 équipes qui évoluent dans le championnat moins de 15 départemental et une équipe moins de 17 qui évolue dans le championnat régional. D'accord. Si on veut s'inscrire, on va sur le site. Voilà, le site arcyhand.free.fr. D'accord, je crois qu'on peut l'afficher, je crois qu'il n'y a pas de souci. On tape Arcy Hand. Donc toutes les coordonnées pour s'inscrire sont sur le site. Donc on va tâcher de suivre donc, le club d'Arcy. Attention, hein, on va suivre avec attention vos résultats et puis les résultats des moins de 17 de Claire et ça nous permettra de faire connaître encore un petit peu plus ce club du Arcy handball féminin. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Ensemble, on va regarder l'agenda du week-end sportif qui s'annonce. Il est chargé puisque, outre le déplacement de l'Estac à Boulogne, Rosières reçoit Soultz-Bottevillers à 18h30. L'horaire a été corrigé au complexe Raymond-Laurent. Le Suma reçoit Robion en match retour de Coupe de France. À l'aller, c'était dimanche, Robion et avait fait match nul avec le Suma 3-3. Le match aura lieu 19h30 au stade Gaston-Arbouin. Romy en National 3 de handball reçoit Bonny pour un derby à 20h45 au gymnase Bardin-Gousseret. Puis enfin pour finir, dimanche, il y a de la Coupe Gambardella avec les 8e de finale. L'Estac affronte Valenciennes. C'est à 15h au complexe Henri Terré sur les terrains tout temps. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie d'être resté en notre compagnie et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Et merci au handball féminin d'Arcy.